Le journal de RTI 1, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, l'ouverture aujourd'hui à Abidjan, dans la commune de Cocody, des travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle, l'UPU, la digitalisation des services postaux et le développement du e-commerce au cœur de cette rencontre qui va s'achever le 27 août prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 56 000 candidats affrontent aujourd'hui les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur session 2021. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a procédé au lancement officiel du BTS 2021 au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Enfin, au Mali, 3 villages de la région nord attaqués hier par des djihadistes. Bilan, une quarantaine de civils tués. En Côte d'Ivoire, donc, l'ouverture aujourd'hui à Abidjan, dans la commune de Cocody, des travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle, l'UPU. Thème retenu, la digitalisation des services postaux, développement du e-commerce. Plusieurs activités vont meubler cette rencontre, notamment le Conseil des ministres et le renouvellement des instances de l'Union. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 56 000 candidats à l'assaut du brevet de technicien supérieur, le BTS session 2021. Les épreuves écrites se déroulent du 9 au 12 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a procédé au lancement officiel des écrits au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. La Côte d'Ivoire a célébré le 61e anniversaire de son indépendance le 7 août dernier. L'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de s'adresser à la nation tout entière. Dans son discours, plusieurs sujets abordés, notamment le développement économique du pays dans le contexte de la pandémie de coronavirus, la cohésion sociale et la sécurité. Les explications de Michel Digré. À l'entame de son discours, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point du processus électoral en Côte d'Ivoire marqué par la présidentielle d'octobre 2020 et les législatives de mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. Malgré les incidents consécutifs à la désobéissance civile, le chef de l'État n'a pas rompu le dialogue avec l'opposition. Il revient sur les raisons qui ont guidé cette démarche. Dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021.
Je salue la rencontre de mes deux frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Pour matérialiser sa volonté de créer un climat social apaisé, le président de la République a pris plusieurs mesures. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a rassuré les Ivoiriens face à la menace terroriste. Les velléités d'attaque terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le président de la République Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à fédérer leurs énergies autour de la cohésion sociale et la réconciliation pour relever tous les défis de développement du pays. Beaucoup de réjouissance chez les populations lors de cette célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, direction Azagué, Adzopé et Tiassalé dans la région sud, Transua dans l'est du pays, Béoumi dans le centre et enfin Fronan et Téini dans la région nord-est. Plusieurs activités ont meublé la fête de l'indépendance. La sous-préfecture d'Azagué aux couleurs et rythmes de la fête nationale. Décryptant le discours à la nation du chef de l'État, le sous-préfet relève que le président tient à la cohésion sociale dans le pays et à Azagué, cela commence par une implication des chefs de village. Par ailleurs, Victorine Tiapani souhaite la bonne coopération entre les populations et les forces de l'ordre pour lutter efficacement contre l'insécurité. À Adzopé, le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la sobriété dans la cour de la préfecture de région. Cérémonial résumé à une prise d'armes et l'allocution du préfet Andjoukoua Sévérin, préfet de la région de Lamé. Dans son adresse, il a fait un bref rappel des actions de développement du gouvernement initiées au profit des populations avant d'inviter ses administrés à consolider la paix et la réconciliation nationale. Transua a également célébré le 61e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la prise d'armes, le préfet du département, André Kakou, a invité ses administrés à soutenir les actions de développement du gouvernement. Il a également invité les populations à respecter les mesures barrières liées à la Covid-19, ce qui justifie le caractère sobre de cette commémoration à Transua. C'est par le salut aux couleurs que la population de Fronan commémore l'an 61 de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son adresse sur fond d'espoir et d'exhortation, le sous-préfet de Katiola, Kwadjo Nguessan, assurant l'intérim du sous-préfet de Fronan, a exhorté la population au travail afin de contribuer aux actions de développement du pays. Kwadjo Nguessan a également invité l'ensemble de ses concitoyens à œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Béoumi, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans.
Cette célébration s'est limitée à une cérémonie de salut aux couleurs en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la Covid-19. Dans son adresse aux populations, Imelda Marguerite Traoré, préfet du département, a rappelé les actions de développement du gouvernement en faveur de la localité. Adduction en eau potable, électrification, bitumage. Marguerite Imelda Traoré a également invité les populations à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Téini, département situé à l'extrême nord-est du pays, a aussi fêté sobrement l'an 61 de la Côte d'Ivoire. Après le cérémonial de la prise d'armes, le préfet de département, Kassoum Koulibaly, s'est adressé à l'ensemble des représentants des différentes composantes de la population. Le message a porté sur la sensibilisation aux gestes barrières, mais aussi sur la nécessité pour les populations de coopérer avec les forces de sécurité afin de venir à bout de la menace terroriste. Il a également assuré les populations de la volonté de l'État à poursuivre ses actions de développement dans la ville de Téini. À l'esplanade de la préfecture de Tabou, le préfet passe en revue les troupes, se soumet au rituel du salut aux couleurs puis s'adresse aux populations. Les forces de défense et de sécurité ont été félicitées pour avoir fait de Tabou une localité sécurisée. Mme Khalidja Kwame a insisté sur la nécessité de la cohésion sociale, l'entente, la solidarité et la fraternité, source de paix et de développement durable, ajoute-t-elle. Le préfet déplore toutefois que Tabou, riche de ses atouts et potentiels, peine encore à sortir de la léthargie. Les fils et cadres de la localité sont interpellés. Voilà les précisions de Godefroy Okambawa, Kader Sogodogo, Mahama Traoré et Eugène Atoubé. 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens, de leur côté, ont prié pour la paix, la tolérance et la cohésion dans le pays. Des prières ont été dites dans les églises et autres temples. Serge Coléa. L'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a aussi été célébré dans les temples et paroisses à travers des prières de reconnaissance. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory, une veillée a marqué ces instants. Objectif, intercéder pour la cohésion sociale, la paix et le développement. Nous le savons, nous avons besoin de cette paix. Et les chemins ont déjà commencé. Nous avons vu ce qui se passe à la télé. Nous pensons que le Seigneur est avec nous pour nous conduire vers cette paix-là. Nous élevons des prières à notre Seigneur parce que nous avons l'assurance que lui seul peut nous aider, lui seul peut nous reconforter et lui seul peut nous montrer le chemin à suivre. Louange, adoration et prière à la salle de spectacle de la cité universitaire, dite Cité Rouge, dans la commune de Cocody. Le groupement des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire a prié dans le recueillement. La Bible nous recommande dans Timothée de prier pour nos autorités. Et c'est ce que nous sommes venus faire, pour crier encore à Dieu et déposer notre nation au pied de Dieu. Aux côtés de ces femmes, la députée de Tengrina, Mariam Traoré, marraine de ce rendez-vous de prière. Elles m'ont demandé d'être avec elles. Je suis venu signer ce pacte-là. Je serai toujours à leur côté pour qu'on puisse aller vraiment vers la paix, vers la vraie réconciliation dans notre pays. Et je crois à mes sœurs, à mes mamans, femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire. Créée en 2000, l'Association des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire revendique à ce jour 7000 membres sur l'ensemble du territoire. Ces moments de prière sont organisés pour exhorter la classe politique et les populations à prôner une réconciliation vraie. Les gestes barrières et la vaccination pour mettre fin à la maladie à coronavirus. 182 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte à présent 51 380 cas confirmés de coronavirus, 50 069 personnes guéries, 341 décès et 970 cas actifs. À noter aussi que le 7 août dernier, 3346 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 1 143 268 doses administrées, avec l'ajout des 1691 doses administrées non comptabilisées le 6 août dernier.
Toujours au chapitre santé, cette conférence de presse organisée récemment au cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'ordre du jour, le paiement des primes des agents de santé dans le cadre bien sûr de la lutte contre la maladie à coronavirus. Plus de 43 milliards de francs CFA dégagés par le président de la République, Alassane Ouattara. Les explications de Salimata Dia. L'heure était aux éclaircissements sur la question des paiements des primes exceptionnelles octroyées par le président de la République au personnel du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le ministère se veut clair, 43 milliards 497 millions francs CFA ont été versés pour les primes des agents de santé pour la période d'avril à décembre 2020. Le travail que nous faisons, c'est de faire l'état de ceux qui ont droit à ces primes. Et nous transmettons donc cet état à la CCT. Et c'est la CCT qui est chargée donc de payer les primes. Les fonctionnaires, leur argent passe dans leur compte. Ceux qui n'ont pas de compte, la CCT vit leur argent dans le trésor de leur ressort territorial. Et eux-mêmes se présentent donc au trésor pour émarger et percevoir leurs primes. Le ministère tient à lever tout équivoque. L'enveloppe supplémentaire de 3 477 millions francs CFA, dégagée dans un souci d'équité pour les primes des agents omis ou partiellement payés, a bel et bien servi. Un montant de 2 milliards 943 585 000 francs CFA a été ordonnancé pour payer ces agents à hauteur de 1 milliard 748 085 francs CFA pour les 3 396 fonctionnaires et 1 milliard 195 500 francs CFA pour les 6 913 agents contractuels. Il se dégage donc un solde d'environ 129 millions de francs CFA pour la prise en charge d'éventuels fonctionnaires omis et environ 404 millions de francs CFA du côté des contractuels. Quelqu'un qui dit qu'il est omis, il s'adresse à son syndicat. Il apporte donc les éléments qui permettent donc à nos services techniques de vérifier qu'effectivement il fait partie du personnel de santé du ministère de la Santé et qui n'a pas été payé, et il sera pris en compte. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les mouvements syndicaux du système sanitaire pour obtenir une liste expertisée par les parties prenantes. Le projet Filet socio-productif, une initiative du gouvernement ivoirien pour aider les ménages les plus pauvres. Ce programme vise à octroyer une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA aux familles vulnérables. Le projet Filet socio-productif couvre aujourd'hui 227 000 bénéficiaires répartis dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Les populations bénéficiaires expriment aujourd'hui leur satisfaction. Retrouvons Salimata Dia. 8 heures au quartier Akromiambla, dans la commune de Koumassi. Ces jours de vente pour Ama et son associé. Dans cette ruelle, elles entament une autre matinée de vente avec espoir d'écouler leur première marmite de placali, un mets ivoirien. Au début, quand on avait eu l'idée là, on n'avait pas d'argent. On m'a posé, on m'a dit, voilà ce qu'on a décidé de faire, mais il n'y a pas l'argent. Donc on a dit comme ça que si l'argent arrive, il va never dedans pour me donner, puisqu'on avait s'associer. Donc elle et moi, on s'est rencontrés, on a commencé à faire les calculs, combien il faut. Il m'a donné 10 000, elle a complété 10 000, ça fait 20 000. Donc on a commencé tout avec. Faire le marché, acheter quelques assiettes avec 20 000. 6 mois qu'elles ont démarré cette activité qui leur apporte en moyenne 1 000 francs par jour comme marge de bénéfice. En un mois, elles arrivent à épargner environ 30 000 francs CFA. Une activité rentable dont elle est fière. Souvent, ça ne va pas trop chez monsieur. Et sinon, j'ai ça, c'est dans ça que j'entends pour faire le marché. Une entraide entre partenaires rendue possible grâce au projet Filet socio-productif dont Armand, le conjoint, est bénéficiaire. Nous le rencontrons dans ce salon de coiffure homme dont il est le propriétaire depuis 1 an grâce aux allocations trimestrielles du projet Filet socio-productif. Dans les débuts, j'ai beaucoup pensé à faire ce salon, mais il n'y avait pas les moyens. Les agents du projet social, quand ils sont venus me croiser, il a douté, dans le début, il a douté. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit, on nous a enrôlés. Effectivement, après les 3 mois, les 36 000 francs sont venus. Et on a trouvé ça, cela était vraiment vrai. Et quand moi j'ai créé le salon, on a mis à tête comme ça qu'elle doit faire quelque chose.
Donc on attend un lot 36 000 francs qui va venir. Et 3 mois après, les 36 000 francs sont venus. Et elle s'est associée avec sa camarade. Ils ont mis les projets de Placali en place. Dieu merci aussi, aujourd'hui, ma femme arrive à gagner quelque chose qu'elle met de côté pour elle-même. Par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir un peu. Payer déjeuner des enfants, les nourritures, manger des midis, soir, bon, on s'occupe un peu de la petite famille. Il gagne 3 à 4 000 francs CFA comme marge de bénéfice journalier, ce qui lui permet d'installer devant son magasin d'autres activités génératrices de revenus, une cabine téléphonique et une cordonnerie. Armand ambitionne d'ouvrir un second salon de coiffure. Le projet Filets sociaux productifs prend en compte 227 000 ménages dans l'ensemble des 31 régions du pays, dont 1905 villages pour un montant d'environ 42 milliards de francs CFA, comme volume de redistribution des allocations vers les ménages à ce jour. C'est sur la base des données statistiques de l'Institut national de la statistique, particulièrement les enquêtes niveau de vie des ménages, que nous arrivons donc à prioriser, à faire une classification des localités qui sont donc exposées à la forte prévalence de la pauvreté. Une enquête est donc conduite auprès des ménages des localités qui sont concernées, qui permet donc de classer les ménages des plus pauvres aux moins pauvres. Une fois donc qu'on a fait cette classification, on a donc une liste. Le gouvernement nous a instruit de faire en sorte que cela puisse avoir l'onction de la communauté à travers une approche participative. Ce sont donc les communautés elles-mêmes, en milieu rural, qui au cours d'audiences publiques vont donc valider la liste qui est issue, n'est-ce pas, de l'enquête statistique. Dans le milieu urbain, nous capitalisons sur ce qu'on appelle les comités locaux de ciblage. Un consensus social qui facilite la redistribution de la croissance en priorisant les plus affectés. Pour Clarisse, bénéficiaire, c'est une bouffée d'oxygène. Grâce à son commerce de vivrier, elle arrive aujourd'hui à prendre en charge ses 4 enfants depuis le départ de son époux du foyer conjugal. On nous donne des conseils, si vous prenez, c'est pour regarder les enfants, donc c'est pas pour aller payer pain dans au marché pour manger. Donc depuis le jour ils ont dit ça là, quand ils prennent pour moi, je mets mes 10 000 à côté, ils prennent le reste et me prennent mes marchandises et bien mais ça. Je gagne 45 000, les 45 000 là, il y en a les 25 000. Maintenant, les 20 000, ils mettent ça de côté. Sortis les ménages des situations d'extrême pauvreté, voilà ce qui a conduit Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, à arpenter les ruelles des communes d'Abidjan. À Port-Boué, dans les quartiers de Jean Folly ou encore à Djoufou, où nous l'avons rencontrée, elle était aux côtés de Volina, Emma et Mariam, respectivement vendeuses d'attiéké, de porc et tenancières de kiosques à café. C'est vrai que le projet en lui-même, c'est au bout de la 3e année que celui qui est éligible est appelé à avoir une activité génératrice de revenus. Mais ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que pendant qu'ils sont dans le programme, ils ont su dégager les moyens qu'il faut pour avoir l'activité génératrice de revenus. Mais mieux, ce projet-là permet aux ménages d'avoir des formations, je l'ai dit tantôt, à l'activité génératrice de revenus, à la gestion du budget familial en compétences de vie. Donc pour nous, le bilan, il est positif. Un bilan qui a surtout un impact réel sur le niveau de consommation des ménages. Suite à une enquête, il a été constaté l'augmentation du niveau de consommation des ménages bénéficiaires de 25% en zone urbaine et de 35% en zone rurale. Des perspectives se dégagent à l'horizon. Le train de solidarité devrait embarquer d'autres bénéficiaires. En termes de perspectives, ce qui est prévu est d'augmenter le nombre de bénéficiaires de 20 000 nouveaux ménages pour l'année 2021. Les efforts du gouvernement se poursuivent afin de permettre une meilleure redistribution des richesses qui nous permettra de réduire le taux de pauvreté qui est de 39,4% à 25% d'ici à 2030. L'État veut institutionnaliser ce mode d'intervention à travers un programme afin d'amplifier cet élan de solidarité pour le bonheur des Ivoiriens. Dans l'actualité aussi, l'ouverture il y a quelques jours des travaux du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'était au Palais de la Culture dans la commune de Trasheville. Thème retenu, jeunesse et construction de la nation ivoirienne. Il s'agissait de renouveler les instances du CNJCI. Les précisions de Patricia Etia. Sur 123, 119 délégués départementaux ont été retenus. Après l'ouverture des travaux par le ministre Mamadou Touré, Diabaté Ibrahima a été porté à la tête du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire avec 86 voix. Concrètement,
Nous avons mis en lumière la visibilité que nous voulons apporter, disons, à ce conseil-là, mais également la crédibilité et surtout donc le dynamisme que nous voulons impulser au sein de cette organisation pour qu'elle contribue de manière qualitative au développement du pays. Pour les associations et fédérations de jeunesse, cette élection va assurer la représentation de la jeunesse ivoirienne auprès des pouvoirs publics et dans les organisations internationales de jeunesse. Nous voulons un jeune compétent, un jeune travailleur, un jeune humble, à l'écoute de tous et qui pourra quand même faire avancer la jeunesse ivoirienne. La session a été un point clé pendant notre mandature et nous sommes heureux que beaucoup de jeunes parmi nous ont été insérés. Pour le ministre, le Conseil national des jeunes s'inscrit dans la vision d'autonomisation des jeunes qui favorise l'implication des jeunes dans les processus de prise de décision les concernant. Le président accorde une importance capitale aux questions de jeunesse et le président a décidé, depuis qu'il a été de ce pays, de donner une place importante donc, aux jeunes et surtout à démultiplier beaucoup d'actions en faveur des jeunes. Et le Conseil national des jeunes, qui est la fêtière de l'ensemble des organisations de jeunesse, doit être pour le gouvernement un partenaire. Créé en février 2017 par la volonté des autorités ivoiriennes, le Conseil national des jeunes est un organe consultatif auprès du gouvernement, traduisant la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'inclure davantage les jeunes dans les processus de prise de décision. Toujours en Côte d'Ivoire, le début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur, le BTS session 2021, plus de 56 000 candidats concernés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a procédé au lancement officiel des écrits au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Le point dans ce reportage de Walter Amadou. Commune de Cocody. Il est 7 h ce lundi matin. Pour accéder aux 2 centres de composition que compte le lycée classique d'Abidjan, il faut se conformer aux dispositions sécuritaires. On contrôle la pièce d'identité et la convocation. Si les 2 documents sont conformes, la police contrôle en sorte les effets interdits tels que les portables. Et les sacs doivent être mis de côté pour être récupérés à la fin de l'examen. Ces dispositions sécuritaires sont appréciées par des candidats du brevet du technicien supérieur BTS session 2021, même si ces derniers reconnaissent avoir un peu de stress. Cette étape a été bien faite, parce qu'il faut vérifier avant qu'on y rentre. C'est tout à fait normal. Ce sont de bonnes dispositions pour éviter la tricherie. Je me sens bien, mais avec un peu de stress, quoi. C'est un sentiment normal. À chaque fois que je passe des examens, je suis un peu stressée. Je prends le petit déjeuner pour pouvoir tenir durant la composition. Pour le BTS 2021, le lycée classique d'Abidjan compte 2 centres d'examen où composent 600 candidats en filière logistique, 590 en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. C'est ce centre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites. À l'endroit des candidats, il n'y a pas de quoi stresser énormément, pour la simple raison que les questions qui leur sont posées, les sujets sur lesquels ils vont plancher, ont trait à ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc, tous ceux qui ont bossé correctement, ils n'ont rien à craindre. Une autre recommandation, évidemment, c'est d'éviter toute tentative de fraude. Après Cocody, le ministre Adama Diawara a mis le cap sur Yopougon. Comme au lycée classique d'Abidjan, le ministre a exhorté également les candidats à l'école William Ponty à se départir de toute idée de fraude. Ce que le ministre a dit, je trouve que c'est logique parce que quand nous venons composer, nous devons bannir tout effet de tricherie déjà de la tête, nous concentrer sur ce qu'on nous donne. Entamé ce lundi 9 août par la technique d'expression française, les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 12 août 2021. Sur l'ensemble du territoire national, 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles. À noter également en Côte d'Ivoire le début aujourd'hui des travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle, l'UPU, à Abidjan, dans la commune de Cocody. Voici l'allocution du Premier ministre ivoirien Patrick Haché. À Abidjan, à toutes et à tous. Cet instant est historique car le continent africain
attend ce moment depuis 1934 et plus particulièrement sa tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2004. C'était en effet au congrès de Beijing que la Côte d'Ivoire avait été élue pour la première fois pour abriter ce congrès. Malheureusement, la situation sociopolitique d'alors en a empêché la survenue. Puis, ce fut le tour du Kenya, qui aurait dû abriter ce congrès en 2008. Et là encore, la situation intérieure que vivait le pays ne l'a pas permis. On avait fini par croire que le congrès fuyait le continent. Mais aujourd'hui, on peut dire que le signe indien a été vaincu. L'Afrique accueille enfin, à nouveau, à Abidjan, ce congrès majeur pour le monde de la Poste. Quel honneur et quelle fierté pour tout un continent et pour un pays. Mesdames et messieurs, le Congrès mondial de l'Union postale universelle, qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, est un événement dont chacun de nous mesure l'ampleur, l'importance stratégique pour au moins 3 raisons. La première raison est définie par la nature même des enjeux de ce congrès. En effet, la Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Aujourd'hui, cette industrie doit se réinventer pour trouver de nouveau les relais de croissance et nous devons lui bâtir un avenir durable. La deuxième raison est que notre congrès incarne symboliquement la face victorieuse du combat planétaire que nous menons collectivement face à la pandémie. Enfin, notre congrès est stratégique parce que l'organisation sur notre continent de l'Assemblée mondiale de l'UPU, pour la 2e fois seulement de son histoire, après l'Égypte en 1934, incarne une preuve de plus, je crois, de la montée en puissance de l'Afrique, dans la mondialisation et dans les pôles qui, demain, verront leur importance démographique, économique, mais aussi culturelle et politique se renforcer. L'actualité hors de chez nous en images avec ce massacre hier au Mali. Plus de 40 civils ont été tués dans la région nord lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. Il s'agit des villages de Karo, Ouattaguna et Daoutegeft. La Grèce et la Californie aux États-Unis en proie à de violents incendies depuis plusieurs jours. Déjà, plus de 56 000 hectares de forêt brûlés sur l'île de Bé en Grèce. Aux États-Unis, 8 personnes portées disparues dans les incendies dans l'État de Californie. Dans son rapport publié aujourd'hui, le GIEC, groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, annonce que le réchauffement climatique de la planète Terre pourrait atteindre le seuil de plus 1,5 degré Celsius autour de 2030, 10 ans plus tôt qu'estimé. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI1.